Oui, coach, aujourd'hui, en regardant tout votre parcours à la tête de l'équipe nationale, avant que je pose cette question, j'aimerais bien savoir, on vous reproche de ne pas avoir utilisé de vos atouts et de votre expérience. Je rappelle, 7 ans à Anderlecht, je crois. Vous avez joué un rôle à Anderlecht. Vous avez vu des jeunes garçons, des jeunes Congolais émerger au sein de cette équipe. On vous reproche de ne pas avoir utilisé de tous vos atouts pour les attirer vers l'équipe nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais, j'en pense que ils ne connaissent pas les ébauches d'efforts qu'on fournit pour contacter les joueurs pour venir en sélection nationale. Euh, les gens, ils ont déjà des managers, ils ont déjà un plan de carrière. Et si ce plan de carrière ne correspond pas aux exigences, ou bien, si dans le plan de carrière, ils n'envisagent pas de venir au Congo, c'est qu'ils savent pourquoi. Il y a des détails qui font qu'ils ne veulent pas. Vous avez Mpoku qui est en équipe nationale congolaise et son frère en équipe nationale belge. Il y a eu certainement peut-être avoir un choix et ça a été posé par rapport à quelques détails. Il y a des joueurs qui Nkunku ne veut pas venir en sélection nationale du Congo, lui-même le sait pourquoi. Donc voilà, donc il y a des joueurs qui veulent venir. Il y a des joueurs qui ne demandent que ça pour venir en sélection congolaise. Il y a certains qui ça ne leur dit rien. Ils ne retrouvent peut-être pas leur identité peut-être dans la sélection, je ne sais pas. Il y a plein de critères qui font, peut-être les parents ne veulent pas non plus qui viennent en sélection. Voilà. Mais bon, il y a beaucoup de joueurs au Congo, il y a beaucoup de joueurs qui sont à l'extérieur qui souhaitent venir, qui viendront. Donc, ce n'est pas faute d'essayer, en fait. C'est pas faute d'essayer. On a essayé, on envoie, on téléphone, on a des contacts et tout. Parfois, je prends le cas de Dissassi. Dissassi, avant qu'il brille quand il était à Reims, c'est bien ça. Donc, il était question qu'il puisse venir. J'ai eu le père et tout et tout. À partir du moment où il a signé à Monaco, le discours a changé. Ouais. Donc, il y a des managers qui sont autour, il y a des intérêts qui sont là. Il y a, tiens, on est à 2 doigts peut-être d'aller en équipe de France, ou bien on rêve d'aller en équipe de France. Voilà, donc, et le Congo devient indirectement peut-être un second choix. Et ça fait aussi mal aussi à un sélectionneur qui vient toquer à la porte d'un joueur qui dit, oh, attends, je vais réfléchir. Parce que, bon, tant que la sélection de mon pays d'origine, mon pays d'adoption ne m'a pas encore dit non, j'attends. Donc, c'est-à-dire que voilà. Alors, à un moment donné, vous dites non. On doit travailler avec ceux qui veulent bien venir. À un moment donné, mon approche change. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas faire la fine bouche, mais à un moment donné aussi, vous dites, attends, c'est quand même le Congo, c'est quand même un grand pays et tout. Et pourquoi ce serait, disons, un second choix. Voilà. Le dossier Silas et Méchac. Le cas de Silas et Méchac, il faut demander à ce manager. Vous voulez que je sois franc avec vous? Demandez au manager. Silas, on a fait suivre ça par les dossiers CG, secrétaire général réuni a été derrière ce dossier. Et puis il s'est blessé. Il a eu le ligament croisé. Et devant tout, on avait posé la question. Il dit voilà, c'est pour maintenant, il faut qu'on réfléchisse un peu et tout. Voilà. Pourtant, bon, il n'a rien d'allemand. Il peut venir aussi. Donc, c'est aussi la responsabilité du joueur. Et puis, il y a Méchac. Méchac, vous connaissez le litige qu'il y a entre son club et son ancien club. Donc, et les managers se sont mêlés. Bon, voilà, ils sont fait que, bon, voilà, il a fait un choix. Aujourd'hui, si vous devriez faire les choses autrement, coach, quelle serait votre approche? Écoutez, moi maintenant, avec l'expérience que j'ai, si je dois avoir une sélection, il faut dire que le Congo, c'est particulier. Donc, c'est aussi des détails qui peuvent m'échapper. Mais disons que moi, je pense que je continuerai à travailler comme je travaille maintenant, avec un discours peut-être un peu plus direct aussi. Et voilà, donc, je ne sais pas si je changerai peut-être ma façon de parler. Parce que qu'est-ce qui a fait que nous sommes là en train de parler? C'est 2 points. C'est 2 points, même 1 point. C'est tout. Si on avait eu le point contre le Gabon, on ne serait pas là en train de parler. Vous seriez là en train de me dire, voilà, vous avez fait des bons boulots, U23, vous avez été qualifié, Cham, vous avez été qualifié, vous avez gagné tout le Tifoko, parfait. Maintenant, vous qualifiez pour la Coupe d'Afrique.
Non, on s'est focalisé sur la disqualification. Ce qui est normal, c'est un fait. C'est un fait. Ça fait depuis quelques années qu'on n'a plus été là. Mais encore une fois, je dis c'est un mal pour un bien, peut-être. Apparemment, l'équipe nationale ne vous porte pas trop bonheur. Éliminée sur tapis vert avec les U23. Vous qualifiez l'équipe au CHAN, vous ne faites pas partie de l'équipe qui se déplace au Cameroun. Et aujourd'hui, une disqualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qui se passe, coach? Vous n'avez pas. L'équipe nationale ne vous porte pas bonheur. C'est quoi le problème? Je ne sais pas. Aujourd'hui, vous avez des regrets? Non, non, pas du tout. Du tout, parce que point de vue football, sur tapis vert, point de vue football, on a réussi à faire quelque chose. Puisque les U23 se sont qualifiés malgré son tapis vert. Point de vue football, au CHAN, on a réussi à faire quelque chose. L'automatique Faucon, on a réussi à faire quelque chose. Donc il manque toujours ce truc-là. Voilà. Qui fait que vous ne décollez pas. Voilà, je suis là, c'est tout. Mais voilà, Klopp, il a eu, je crois, 7 demi-finales. 7 demi-finales avant de pouvoir être championnat, avant la Coupe d'Europe. Bon, j'espère que je n'aurai pas cette malchance, mais disons que voilà, ce sont des choses qui arrivent à des entraîneurs. Et des entraîneurs qui sont très, très bons, mais qui n'ont pas de coupe. Et des entraîneurs qui sont moyens, mais qui ont des coupes, c'est tout. Ça dépend. Moi, c'était mon parcours. Mon parcours, il est comme ça. Il est comme ça. Bon, ben, on découvre des joueurs, on travaille, on fait des choses qui peuvent être comme un éternel espoir. Tiens, voilà, des trucs comme ça. Voilà, c'est tout. Voilà. J'ai eu cette chance de pouvoir être sélectionneur. Je vais capitaliser ça. Je ne vais pas rester sur cette défaite. Ne vous inquiétez pas. Moi, la seule chose que je retiens, c'est que j'ai 6 matchs, j'ai 2 victoires, 3 matchs nuls et une défaite. Je retiens ça. Je retiens ça. Et je retiens que j'ai été aussi, qualifié pour les 23, ça a été éliminé. J'ai été aussi qualifié pour le CHAN. Bon, ça ne s'est pas fait. Et je retiens aussi que j'ai fait l'intérim en 2015 avec deux matchs amicaux qui ont été. Gabon et Nigeria, on était sur place. Ouais, qui étaient positifs. Donc voilà. Donc, je retiens que ce qui est positif, c'est tout. Maintenant, il y a le côté qui est négatif qui est ici, qui a été la disqualification. Eh bien, dans ce côté négatif, je dois récupérer quelque chose qui doit être positif pour moi. Qu'est-ce que je gagne là-dessus? Le mental, ok, j'ai réussi à avoir le mental, j'ai réussi à savoir comment il fallait communiquer avec les joueurs, savoir comment il fallait gérer, comment il fallait anticiper et tout ça. Donc, il fallait être encore beaucoup plus proche des détails que je ne l'étais. C'est tout. Voilà. Voilà, il y a peut-être ça à faire. Il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être aussi, voilà. Mais moi, je prends. Là, la seule chose que j'essaie de faire, c'est que je reste. Pour avancer, je ne dois pas faire un déni sur mes responsabilités. Parce que je vois parfois souvent des gens, ils font un déni sur leurs responsabilités. Voilà, on n'a jamais tort. Mais moi, je pense que je ne dois pas faire ce déni-là. Je dois, au contraire, si je dois progresser, je dois pouvoir aller en face de mes défauts et accepter. Mes meilleurs amis, ce sont ceux qui me disent la vérité en face. Mes meilleurs amis, ce sont ceux-là, ceux qui me disent cache ce qui ne va pas. Et voilà, ce sont ceux avec qui je m'attends le mieux. Qui me disent cache. Pour les 5 dernières minutes, coach, pendant que vous étiez à la tête de l'équipe nationale, je ne sais pas si vous m'entendez. Allô? Allô? Je crois qu'il va bientôt se connecter. Je suis désolé. Oh non, c'est pas grave, coach, c'est pas grave. Par contre, la vidéo. Je fais attention. Je fais attention à la batterie. Il reste encore quelques 5 minutes avant qu'on puisse terminer cette émission. Là, je ne vous vois pas. Oh, voilà, vous êtes là. OK. Là, j'allais vous poser la question. Coach, pendant que vous étiez à la tête de l'équipe nationale, y a-t-il eu un moment où vous avez eu le sentiment d'abandonner ou bien de démissionner? Non. Non. J'ai eu le sentiment, là, je peux le dire, je voulais arriver jusqu'au bout. Oui. Et s'il aurait fallu remettre le tablier, je leur ai remis le tablier. Mais il fallait que je le remette avec une copie propre. Ça, c'est ce que je voulais. Ça, c'est ce que j'aurais pu faire. Mais abandonner, il y a des moments qui étaient très lourds, il y a des moments qui étaient très, très, très pénibles parce que c'était très, très pénible de la période entre comment dire, entre le match après le nul contre l'Angola, c'est ça? Non, contre la Gambie. Okay. Contre la Gambie. De la Gambie à la période de l'Angola, c'était
c'était un peu compliqué. Avez-vous senti le soutien de la fédération, du gouvernement? Avez-vous eu ce sentiment d'être soutenu? Du gouvernement, j'ai pas De de toutes les contact avec le composantes gouvernement. autour du sport, avez-vous eu ce sentiment d'être soutenu? Non, pas vraiment. Disons que je suis toléré. Peut-être, je ne suis peut-être pas accepté de tout le monde, mais je suis toléré. Donc, c'est déjà un support. Mais disons que moi, disons que je suis plutôt quelqu'un, si vous me connaissez, j'ai mon staff et je peux me suffire avec le peu que j'ai. Vous comprenez. Donc, j'ai un staff avec qui j'échange beaucoup et avec lequel on a une parfaite cohésion, une parfaite connexion. Et avec ça, je fonctionne. Et puis après, s'il y a de l'adversité autour, ça me met, disons, en protection parce que c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est l'objectif. Mon objectif était le match contre le Gabon et donc la qualification. L'objectif n'est pas atteint, donc je le concède. Voilà, ça m'a permis, même à travers ce passage, de rester focus là-dessus. Même on m'a reproché beaucoup. Entre vos confrères, on m'a dit voilà, tu viens pas à la presse, tu parles pas à la presse et tout ça. Parce que je sentais que ce n'était pas le moment de parler à la presse. C'était pas, j'avais peur de me distraire avec ça. Et la première chose qui m'intéressait, c'était de travailler avec la DTN. On avait des projets qui sont intéressants. Et puis avec les gens de la DTN, je m'entends très très bien avec le professeur de Sadoussou, Kenga, Moukeba, le DTN Moukeba avec mon secrétaire, tout ça. C'est des gens, on a fait un petit groupe comme ça. Et voilà, ça travaille, on échange et on développe des choses qui sont intéressantes. Et je pense que le président a eu à féliciter même la direction technique et même en personne de M. Boussadis, qui fait très bien son travail. Je salue en passage. Et voilà, donc, et là, je suis content parce que c'est quelque chose qui est parti d'une initiative avec le président Omar et moi-même. Il m'a dit, voilà, je te donne cette responsabilité. Et voilà, on a avancé là-dessus. Moi, ça me suffit. Il est là, on se parle, pas très souvent, mais on se parle et puis c'est bon. Et puis voilà, comme on dit, si je peux travailler avec quelqu'un, c'est parfait. Si je ne peux pas travailler avec lui, bon, ça fait toujours un peu bizarre, mais on travaillera avec d'autres personnes, c'est tout. Et on avance comme ça. On avance comme ça. Et donc, c'est pour ça que quand on dit soutenu, bon, je pense que je suis toléré. Ça, c'est une chose. Bon, apprécier, ça, c'est autre chose. Donc, comme vous l'avez vous-même dit, je pense que c'est vous, bien un autre journaliste qu'on a eu. Est-ce que vous êtes pas beaucoup apprécié ou bien on vous demande de partir et tout, j'y vais. C'est normal. Un entraîneur, même qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, il y a toujours des gens qui seront pour et toujours des gens qui seront contre. Donc, à partir du moment où vous comprenez ça, eh bien, vous avez plus en vous en faire. Vous allez croiser des gens qui ne vous aiment pas, vous allez croiser des gens qui vous apprécieront, il y a des gens qui vont vous encourager, d'autres qui vont vous intéresser à vous, d'autres qui vont changer la vie. C'est la vie. Voilà. Moi, je pense que c'est un bon passage que j'ai eu. Malheureusement pour moi, je tire beaucoup d'enseignements. Je fais un résumé de tout. Du 23, vous avez eu la finesse de pouvoir reconnaître ça. J'ai eu la même réflexion. J'ai eu la même réflexion après le match contre le Gabon. J'ai dit, c'est incroyable ça. 23, Chan et purée, maintenant le Cannes, c'est pas possible. Il y a un souci avec cette sélection. Et voilà, donc, voilà. Mais je me dis, peut-être que si je suis pas, c'est pas encore le moment de pouvoir faire quelque chose de commun. Peut-être qu'il faudra encore se perfectionner, je ne sais pas. Ces questions-là, je ne me les pose pas non plus pour me torturer l'esprit. Hein. Je me dis, voilà, qu'est-ce qui n'a pas été? Mais quand tu regardes bien, je dis, mais merde, il me manque un point. Il me manque un point. Et le point, là, on a joué avec contre la Gambie, on a joué avec contre l'Angola au match aller. Et c'est ça donc je me dis, donc qu'est-ce qu'il faut maintenant pour pouvoir réussir? Et à un moment donné, je me dis, bon, il y a un facteur qu'on ne gère pas, c'est la chance. C'est la chance, c'est tout. Aujourd'hui, en passant, coach, quelles sont vos perspectives pour le futur? Monsieur, je suis entraîneur. Je suis en contrat avec la DTN jusqu'en novembre 2021. Après ça, si la fédération
me renouvelle le contrat. On continue. Si elle ne me renouvelle pas le contrat, vous savez bien comme ça se passe avec les entraîneurs. Eh ben, ils vont postuler ailleurs, c'est tout. Ils postulent ailleurs ou bien ils cherchent autre chose. C'est simplement ça. Mais on ne va pas rester les bras croisés. On va continuer à travailler vu qu'on a encore quelques mois avant nous. Et voilà, donc c'est comme ça que ça va aller. La seule chose, c'est de ne pas rentrer dans la culpabilité et aussi et surtout travailler, disons, objectivement, avoir ce qu'on appelle cette autocritique et avancer, reprendre les matchs, retrouver les matchs, parce que bon, ces matchs-là vont me servir, parce que c'est moi qui étais à la tête de l'équipe, donc ça va me servir à savoir ce que, dans tel contexte, voilà ce que je pensais et tout, et il faut noter tout ça. Vous savez, je travaille beaucoup avec des entraîneurs qui sont dans le monde, hein, mes amis marocains, mes amis belges, mes amis argentins. Aussi des Congolais aussi qui ont travaillé avec vous, qui sont en Belgique aussi. Vous gardez des bons contacts. Mon analyste, il s'appelle Yves Kazadi. Mon analyste qui s'appelle Yves Kazadi, c'est mon analyste. Et Julien Dutier, c'est aussi un analyste aussi français, et avec lequel on a échangé beaucoup. On a beaucoup échangé. Et voilà, j'ai aussi des anciens ténors qui sont Philippe Saint-Jean ou Saïd Adouche, avec lesquels on parle. Il m'a parlé directement dès qu'il y a eu la disqualification, il m'a directement appelé. Mes amis, Jamal Fauzi, qui était major dans la police, ils ont tous suivi, tous les entraîneurs d'Anderlecht ont tous suivi ce que je faisais comme performance, et ils ont été déçus que bon, certains jours n'aient pas pu venir, parce que ils sentaient que la composition que j'allais faire est une composition qui allait vraiment pour venir faire quelque chose au Gabon. Pour moi, je venais lever tout l'équipe au Gabon. Je voulais faire ça. Si j'avais eu les joueurs qui leur... Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Dans ma tête, à moi, c'était ça. C'était faire ça. C'était vraiment arriver là-bas et exploser l'histoire. Donc, vraiment, ne laisser aucune chance. Donc, déjà là-bas, déjà arriver à faire quelque chose. Et pour qu'à Kinshasa, on puisse, disons, trottiner. C'était ça dans ma mentalité. C'est pour ça que quand on me dit, voilà, tu vois, on m'a envoyé un courrier que c'était pour me disculper, c'est pas bon. Moi, je me disculpe. Enfin, c'est pas dans mon caractère de faire un truc comme ça. Voilà, oui, on a vu un courrier circuler dans lequel il était écrit que vous avez envoyé une lettre à la FECOFA et qui n'a pas répondu positivement. Non, mais si, la FECOFA, à cette époque, elle a répondu positivement. Le président était tout à fait d'accord. Mais bon, maintenant, je ne pense pas qu'on a un avion qui s'est marqué FECOFA. Sur ça, on n'a pas l'avion qui a marqué FECOFA. Nous, on attend. Donc, si jamais, même si ça avait été positif, même si ça avait été abouti, est-ce qu'on aurait eu le temps d'avoir cet avion? Voilà, parce que, voilà, donc je ne suis pas en train de discuter ou bien de pouvoir masquer les gens. Je suis simplement en train de donner une analyse. C'est tout. Moi, j'ai fait une note administrative en tant que directeur technique. Voilà, réflexion technique. Comme aujourd'hui, maintenant, je le dis encore, le président professeur de Sadi suite en train. On a eu une discussion dernièrement, c'était jeudi ou vendredi, sur l'évolution, sur les, comment on appelle ça encore, les problèmes qu'on peut rencontrer. Pourquoi, comment et tout ça. Voilà. Moi, personnellement, je vous dis honnêtement, c'est que quand je vois la Gambie, par exemple, je donne un exemple, hein, on fait la direction technique, on a fait des recoupages et tout ça. La Gambie, U17, U20 ont été en Coupe du Monde. Et l'équipe, 75-65% de l'effectif se retrouve contre nous. Le Maroc ont été dans toutes les Coupes d'Afrique, même s'ils sont sortis peut-être au premier tour, mais ils ont été qualifiés. Et l'équipe qui a gagné le CHAN, c'est quasiment 60%, 65%, 70% des équipes qui ont été en 17 ensemble, en 20 ensemble. Donc, je me dis, on doit maintenant, disons, donner beaucoup plus autant d'importance aux équipes d'âge qu'à l'équipe A. Parce que c'est la base. C'est la base. C'est simplement ça. Quand vous voyez maintenant l'équipe anglaise qui a été championne du monde, s'il vous plaît, en U17, et l'équipe hollandaise aussi, vous voyez maintenant ce qui se passe. La plupart des joueurs de l'équipe hollandaise se trouvent, le stature de l'équipe hollandaise, la plupart, la majeure partie, ce sont ceux qui ont été champions du monde. Voilà. Donc, c'est statistiquement prouvable que ceux qui ont été champions
en équipe d'âge, en montant de génération, se retrouvent dans le carré final, dans les compétitions internationales. Donc, dans l'application qu'on devrait avoir au niveau de la BTN, dans la conclusion, je suis déjà en off, c'est que, voilà, donc il faudra donc donner beaucoup plus d'importance à ça. Mais pour donner beaucoup d'importance à ça, il faut donner des infrastructures. Je parle en tant que directeur technique. Maintenant, comprennent que je sois pour ou contre, je ne sais pas. Je ne sais pas où ça va aller, cette phrase, ou bien cette réflexion. Mais sans infrastructure, il n'y a pas de football. Il n'y a pas de football. Aujourd'hui, le football a du mal à décoller en République démocratique du Congo parce qu'on ne donne pas assez d'importance aux équipes d'âge. Vous avez été quand même le premier à arriver à un gros tournoi. Après ça, il n'y a aucun travail. On a eu la présence d'Éric Chibassou qui a essayé de faire quelque chose aussi. Oui, de tout ça, tout est laissé à l'abandon. Y a-t-il un travail de fond? Que se passe-t-il en RDC? Pourquoi on ne donne pas assez d'importance aux jeunes? En parlant de la direction technique, il est difficile de reconnaître un style de jeu et de l'attribuer à l'équipe nationale. Pourquoi? Parce qu'on reçoit des joueurs de partout et on a du mal vraiment à former une équipe type, une équipe de base sur laquelle on pourrait compter pour les prochaines échéances. Là, on a bientôt les éliminateurs de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on va prévoir, par exemple? Ça c'est une discussion que la direction technique aura certainement avec le président. Donc, voilà, donc ce sont des questions qui vont être débattues, qui vont être remises sur la table. Donc, il ne faut pas que ça soit comme un drame, hein. Il faut que ça soit comme un constat. C'est ça le problème avec nous, c'est un drame. Oh là là. Non, oui, c'est un constat. Nous aurons un bon football si chaque commune a un stade pour avoir un championnat. Chaque commune a un stade. Logiquement, c'est ça. Je ne sais pas qui donne les stades. Je le donne comme ça. Je dis, voilà. Si chaque commune a un stade ou deux stades municipaux, comme on appelle ça, et on peut faire des championnats. Et là, il y a plus de football, plus de pratique. C'est ça qu'il y a. C'est ça qu'on appelle les infrastructures. Voilà. Et tout. Donc, je ne suis pas en train de défendre ma fédération ou bien de défendre ça. Je suis simplement en train de donner un constat que moi, en tant que directeur technique, je vois dans d'autres pays. C'est tout. Je ne suis pas en train de… Mais non. Maintenant, on va peut-être me dire, ah, mais Christian, non, ce n'est pas ça. Je suis en train de donner un avis. Mon avis est que si on veut que le football évolue, on doit avoir beaucoup d'infrastructures et avoir ce qu'on appelle, quand on parle de politique, politique, ça, il y aura même des discussions. Même dès que tu peux donner une philosophie, et on sera 150 000 entraîneurs à dire le contraire de ce que ton voisin va dire. Donc, ce n'est pas encore ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir des infrastructures. Avoir des infrastructures dignes et tout, etc., pour qu'on puisse faire des championnats, pour qu'on puisse développer le football, pour qu'on puisse développer notre football à partir du bas âge. Parce que les stars, ce n'est pas dans l'équipe senior qu'ils sont. Les stars, ils ont 5 ans. Nos stars, nous, ils ont 5 ans. Et si nous, on ne s'occupe pas de nos stars qui ont, alors je parle, ils ont 5 ans, eh bien, au-dessus, à un moment donné, il y aura un creux. Voilà, c'est ça. Dans 2 mois, on aura les prochaines échéances éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Vous êtes jusque-là officiellement le coach de l'équipe nationale de Léopard. Si vous êtes reconduit, comment comptez-vous aujourd'hui reprendre les rênes et repartir sur de nouvelles bases? Si aujourd'hui vous êtes repris en équipe nationale. Je suis avec les si on mettrait Paris en bouteille. Moi, je suis. On part d'une hypothèse. Hein, si aujourd'hui, même si vous avez 2% de chance d'être reconduit, même s'il y a déjà un appel d'offres, mais si vous étiez reconduit ou si vous étiez toujours à la tête de cette équipe nationale, comment vous y prendriez-vous? Je ne peux pas vous répondre à cette question parce que je n'y ai même pas pensé. Je ne dis pas que je suis fataliste, ou alors je suis peut-être pas fataliste, mais je dis simplement la première chose que je fais, c'est de savoir qu'est-ce que je dois améliorer. D'abord, personnellement, par rapport à mon travail, c'est ça que je veux dire. Mais pour le moment, je suis dans cette réflexion-là. Je comprends très bien. Une conclusion comme ça.
moi, sachez une chose, je suis très content d'avoir été à ce niveau-là. Je suis déçu de ne pas avoir atteint mes objectifs parce que, regardez bien, j'ai réussi toujours mes objectifs, même si je n'ai pas eu à bénéficier. On m'avait donné 2 matchs en 2015, on les a réussis tous les 2. Gabon, Nigeria. On m'a donné les U23, on a réussi, même si sur tapis vert, on nous l'a mis à l'envers. On a réussi Chan, on a réussi Tifoko. Et là c'est le bas qui blesse. Je ne peux pas non plus laisser, disons, cette réputation en disant, voilà, tiens, il va être… Non. Il y a des choses qui ont été réussies. Parce que sinon, dans ce cas-là, le staff avec qui je travaille, donc ils ne sont pas récompensés. Si, c'est ce que je leur ai dit, les gars, on a travaillé. Mais là, ici, on a chuté au moment où il ne fallait pas. Donc, c'est ça qu'on a chuté. Mais quand tu regardes bien la chute, elle n'est pas forcément totalement la nôtre, vu à la mesure où, si on avait eu ces joueurs avec le Covid, c'est la faute à personne. Cette maladie-là, elle tombe de nous d'abord. Il y a certains qui ont pu, disons, mieux la gérer. Nous, on l'a géré à notre façon et bon, voilà, on s'est dit, bon, ça va aller, c'est tout. C'est tout, on va peut-être aller avec ça, ça va marcher. Ou bien, voilà. Même moi, je me dis, tiens, même si on n'a pas nos cadres, on va aller là-bas prendre un point. Et bien voilà, je me suis ramassé un bateau. Et voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est tout. Voilà. Donc maintenant, on va assumer, c'est tout. Maintenant, il va y avoir certainement du changement, tant mieux. Hein, ce n'est pas un homme qui doit comment dire, décider. Enfin, allez, moi, ce n'est pas important. Le plus important, c'est qu'il y ait des changements. S'il y a un changement, c'est qu'on trouve du changement, on trouve des solutions, on avance, on sait s'écouter, on sait se comprendre. Si on peut avancer, c'est tout. Voilà, c'est tout. Je me dis, moi, je suis un médecin, il peut être médecin dans tous les pays. C'est comme un entraîneur. Il peut être médecin, il peut être entraîneur partout. Aujourd'hui, c'est décevant. Oui, allez-y. C'est décevant. Aujourd'hui, ça n'a pas été. Ça ira demain. Ça ira probablement demain ou après-demain. Ça n'a pas tout le temps. Allez, ce que vous dites là, je vous assure, la plupart de mes amis me l'ont dit. Même mon mentor l'a dit. Même les gens d'Anderlecht l'ont dit. Ils disent, mais enfin, c'est quoi cette histoire? U23, exactement, vous avez eu tous la même réflexion. Tous la même réflexion. C'est incroyable. Hein? Et j'ai eu la même réflexion aussi dans le vestiaire quand j'ai terminé contre le Gabon. Et je l'ai retrouvé chez vous, parce qu'on ne s'est même pas parlé par rapport à ça. Et je l'ai retrouvé chez d'autres personnes. Je me dis, mais c'était quoi cette histoire? Et 23, c'était une belle équipe. Tout le monde rêvait de cette équipe. On trouvait super cette équipe. Même les Marocains m'ont dit, franchement, c'est une belle génération. Chan, Tifoko, tout ça, etc. Tout allait bien. Voilà, c'est tout. Non, bon, écoute. Aujourd'hui, vous gardez toujours un regard optimiste pour les prochaines échéances, même si vous n'êtes pas là, pour le football congolais. Bien sûr. Hey, s'il vous plaît, je suis congolais. Moi, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Les gens qui me connaissent savent très bien que ce côté-là, c'est bon. Ce côté-là, Ntsengi, là, c'est bon. Je vous assure, moi, je me contente. Il y a eu ça, il y a parfait, c'est parfait. Aujourd'hui, on me dit, c'est bon. Voilà. C'est ça mon caractère. Et j'aime bien faire des nouvelles choses. Vous savez, en 2001, il n'y avait pas nos U23. Et on a fait ça. On a commencé en 95 avec, on voulait aller au tournoi de Montaigu. À l'époque, c'était à l'époque de Nozi Mwamba. Et puis après, il y a eu l'époque de Kourara. On a fait les U23 avec tout ce qu'il y a eu comme le petit biscotte et tout. Et puis après, le président Omar, il m'a donné une responsabilité qui était, il dit, voilà, tu feras ça. Et c'est de là qu'est parti tout. Quand il m'a dit, voilà, tu feras ça. Tu vas récupérer tous ces… Parce que j'avais remis un document, un dossier, à l'époque, je ne le connaissais pas. C'est Prince Loussala qui m'a présenté. Il dit, voilà, ce garçon, il travaille comme ça. Et voilà, il m'a dit, tiens, c'est intéressant. Il dit, voilà, je te donne l'autorisation de le faire. Et puis, j'ai posé la question, est-ce que je peux faire le match contre la Belgique? Je me suis démerdé dans tous les sens. On a fait le match contre la Belgique et c'est là qu'a commencé les choses. Qui ont commencé effectivement les choses. Pour moi, du moins. Et c'est là que j'ai commencé à me faire connaître et tout.
de là où je suis parti, de là où je suis venu. C'est pour ça que j'ai dit que quand j'ai une de vos collègues un jour, quand j'ai dit mais j'étais en train de parler, j'étais en train de me confier un peu, ça a été à haute voix, j'ai dit, j'ai fait ces diplômes, j'ai fait ça. Ah, mais vous parlez toujours de vos diplômes. Non, c'est la foi qu'on a mis dans ce qu'on voulait faire. J'ai commencé, je n'avais pas de diplôme. J'ai commencé, et puis j'ai gravi, j'ai fait des stages et tout. Pour faire un diplôme, qu'on ne vous cache pas, c'est une année ou 2 ans parfois pour faire un diplôme. Et tu fais des sacrifices. Tu es au bord du terrain, tu fais des heures d'entraînement. Tu vas entraîner les petits, tu vas entraîner les 15 ans, les adolescents, et puis pour arriver au senior et tout. C'est tout un temps. Moi, j'ai commencé en 95 et je n'avais pas de diplôme, j'ai commencé en 89. Nous sommes en 2021 et j'ai tenu ce cap. C'est pour ça que je dis que je ne peux pas voir cette défaite comme la fin de tout chez moi. Je dois voir ça comme un passage qui doit me faire grandir, qui doit me faire avancer dans ce que j'ai eu à voir comme aujourd'hui, comme responsabilité, comme entraîneur. C'est ça qu'il y a. Et je dis bien, par moments, il y a des moments, des phrases que peut-être nous, le peuple congolais, on a difficile à encaisser. C'est un mal pour un bien. Il faut passer par une crise pour avancer. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, on va faire quelque chose aujourd'hui. Voilà, tiens, demain, on va être champion d'Afrique. Non, ça se prépare. Il faut 1, 2, 3, 4 ans peut-être pour être champion d'Afrique. Et il faut faire des sacrifices. Vous imaginez que nous, si on ne fait pas de sacrifices, et en face de vous, vous avez un pays qui fait des sacrifices, et on aurait la même chose. Soyons quand même justes. Il faut qu'on ait des choses qui se fassent comme dans la normalité des choses, pour avoir ce qu'on appelle ce que les autres ont mérité avoir. Sinon, on est qui, nous? Parce qu'on est Congolais, donc on doit avoir des choses mieux que les autres, parce qu'on ne peut pas souffrir, on ne peut pas faire des sacrifices, on ne peut pas enfin taper un poing sur la table pour dire, voilà, il faut qu'on change telle chose pour avancer. Non. Permettez-moi de le dire calmement, enfin simplement, mais on doit travailler pour arriver à avoir cet objectif-là. C'est tout. C'est simplement ça. Donc, il faut commencer, 1, les infrastructures, 2, plein de choses qui vont se faire au niveau administratif, et plein de choses qui vont se faire au niveau de la direction technique, plein de choses qui vont se faire au niveau de la fédération, plein de choses qui vont se faire au niveau du gouvernement pour que les choses se mettent en marche pour mériter avoir une Coupe d'Afrique, aller en Coupe du Monde et disons, enchaîner les résultats positifs. On ne peut pas penser, bricoler et puis après faire quelque chose. Ce ne serait pas bien. C'est pour ça que je dis que c'est un mal pour un bien, que ça va peut-être... voilà, c'est une phrase qui a été... Votre belle conclusion me fait revenir à mes premiers mots de l'introduction, quand je vous ai posé la question sur votre caractère. J'ai donc conclu que vous êtes quelqu'un qui ne lâche rien et qui a un grand cœur et qui est prêt, malgré tout ce qu'il endure ou tout ce qu'il rencontre au cours de son chemin, et qui est prêt toujours à aider, à se donner et à être au service des autres. Je sais que, coach, cette situation vous a vraiment touché. C'est une situation qui n'est pas facile à supporter, mais quand même, vous avez montré que vous êtes quelqu'un de sérieux et de sincère, et vous continuez toujours à prester et à donner votre expérience au service du peuple et au service du Congo. Est-ce qu'il y a des questions ou il y a quelque chose un message que vous avez à donner à ce public aujourd'hui qui est triste, qui est, je dirais, frustré et qui se sent un peu trahi par rapport à tout ce qui s'est passé? Si vous avez un message à passer. Non, le message que j'ai à passer, c'est qu'on doit rester fier, on doit rester digne, on doit croire à l'avenir, parce que l'avenir, c'est comment dire, c'est la jeunesse. Moi, je voudrais, si c'est possible, qu'on mette plus de moyens pour les jeunes, les équipes d'âge. Et vous allez avoir des équipes extraordinaires. C'est simplement ça que je dis. Moi, j'étais 7 ans au Sporting Club d'Anderlecht. Pendant 7 ans, j'ai vu des enfants devenir des stars par le travail. Et ces enfants faisaient des progrès pas possibles. Et le Sporting Club d'Anderlecht, excusez-moi, parce qu'on me dit toujours, ouais, tu parles toujours d'Anderlecht, mais c'est normal. On est témoin des choses qu'on a vécues, on ne témoigne pas des choses qu'on a eues par
comment dire, par témoignage, allez, par héritage, je ne sais pas moi, comment on appelle ça encore. Donc voilà, donc moi je témoigne d'Anderlecht parce que je donne des noms, voilà, simplement. Sambi Lokonda. Sambi, c'est un dramaturge, je l'ai connu, il avait 15 ans, et moi j'étais à l'époque en Anderlecht et je surveillais les enfants au niveau des études et tout. J'ai commencé comme ça avec Madame Van der Stock, j'étais son bras droit, et qu'elle m'a engagé après comme entraîneur. C'est comme ça que j'ai pu commencer à progresser en Anderlecht. Sambi Lokonda, Raskin, Salamakers, le petit, comment dire... Isekia aussi? Oui, le petit Seka, le petit Léa Seka, oui, Léa, qui était aussi là, qui était aussi, De Medina, qui joue maintenant à Belfield. Tous ces petits-là, le petit Ismaël qui a joué à Wolfsburg, je parle de Salamanca, j'ai déjà dit, j'ai oublié le nom, oui, voilà, le petit Yuri Tillemans, voilà, qui joue à... Tous ces gamins-là, tu les as vus, gamins, ils avaient 8 ans, 10 ans. Eh bien, 7 ans plus tard, moi je les ai connus, bon là, quand j'ai commencé à travailler avec eux, Tillemans avait déjà 14-15 ans. Ils jouent la première année en équipe première, 16 ans. C'est des gamins que tu as vu avec leur sac, ils venaient. Moi, je me souviens même que j'ai organisé l'anniversaire de Tillemans, des petits, de petits Janssens, des petits Maxime Janssens, et Tillemans était là avec Yuri, avec tous ces petits-là qui jouent maintenant en équipe première et tout ça. Eh bien, j'ai fait venir le petit Vandenborg pour leur anniversaire. Vandenborg était jeune aussi. Mais ces gamins, imagine-toi un peu, 6 ans plus tard, se retrouvent en équipe première. C'est tellement beau de voir que tu as vu ces gamins en U10, U12, U14, U10, U17, U21 pour arriver en équipe A. Et ça devient des vedettes, quoi. Et c'est grâce à ça que quand l'équipe d'Anderlecht a pu tenir là au sommet avec tous ces jeunes-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Vincent et compagnie? Mais ils prennent tous ces jeunes gamins. Au début, il a ramassé des claques. Aujourd'hui, il est, je pense, 3-4e. Il vient de battre Bruges, Gironde. Et il a travaillé, il n'a rien lâché. Et pourquoi? Parce que c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, c'est ça. On met beaucoup d'importance. Pourtant, je suis sélectionneur de l'équipe. J'étais sélectionneur de l'équipe A. On met beaucoup d'importance sur la sélection A. Mais aujourd'hui, dans ma position de DTN, je vois, tiens, c'est bizarre. Je vois que dans les pays en face, les pays qui réussissent bien, ils mettent beaucoup plus d'accent et c'est très important que leurs équipes d'âge aillent dans les sélections internationales et qu'ils puissent briller. Obligés. Ils mettent autant de paquets pour ça. Parce que c'est important, ça. C'est la graine qui va faire jaillir leur star. Et c'est ça qui est important. Pourtant, au foyer, je suis ici, je ne suis pas en train de plaider ma cause. Pourtant, voilà, on vient de terminer une disqualification. J'aurais pu dire, voilà, j'aurais pu être aussi, j'aurais pu me plaindre par rapport. Non, le constat, il est là. Si j'aime mon pays, je dois dire ceci. Je dois dire, on a un souci, on doit travailler les jeunes. C'est là que le problème se pose. Parce que c'est là que ce problème se pose. Là, on n'ira pas aller chercher en France quelqu'un qui a été formé à Saint-Etienne et qu'on va le supplier et dire, ah, écoute, si jamais l'équipe de France ne me prend pas, alors dans ce cas-là, je viendrai chez toi. Non, là, ça va se passer ici, avec les sélections, avec toutes les infrastructures qu'on peut avoir, avec une direction nationale dynamique et vraiment puissante et tout, avec des équipes d'âge qui se présentent dans toutes les sélections. Et c'est ça la solution. C'est pas la solution. Dans l'immédiat, oui, il faut changer tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais pour pouvoir arriver à faire une planification, une programmation, comme j'ai dit tout à l'heure à vos collègues sur Top Congo, c'est une programmation qui doit être tenue ferme et passe pas aller à gauche, à droite, mais tout droit, vraiment avec une rigueur. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelle, si vous avez des gamins qui ont 19 ans, 15 ans, 4 ans plus tard, à 19 ans, vous avez des stars. Salah, il a été formé en Égypte. Tous ces gens-là, c'était Mohamed Salah a été formé en Égypte. Donc, pourquoi il est formé en Égypte et puis il quitte son Égypte natale pour commencer à briller dans les grands clubs? Parce qu'il y a une formation dans son propre pays. Mais il faut plein de conditions, infrastructures, suivi, encore suivi. C'est ça qui est.
Voilà. Le Ghana, il C'est est ça un que, exemple de cette stratégie. Aujourd'hui, le Ghana bénéficie de des fruits de son travail. Tous ces jeunes qui ouais. ont éclos à l'âge de 17-18 ans sont partis en Europe et en allant en Europe, ça se voit qu'ils ont le souci de jouer pour leur pays d'origine sans qu'il y ait beaucoup de problèmes. Donc, voilà, c'est Mais déjà un voilà, exemple. C'est ça la je stratégie. sois, Oui. excuse-moi, quand on parle de Non, la non, non. formation, là, je suis Oui. très ouvert. C'est vraiment un domaine qui m'affectionne. Donc, quand tu vois, par exemple, la Côte d'Ivoire, et que tu vois, par exemple, la Côte d'Ivoire, tu as vu les stars qu'il y a dans la Côte d'Ivoire? Et ils ne veulent pas jouer avec la France. Pourtant, ils ont des passeports français. Ils ne veulent pas jouer avec la France, ils veulent jouer avec la Côte d'Ivoire. Mais c'est ce qui va se passer si on travaille comme ça. On va travailler avec des joueurs qui sont d'ici. Tu vois un gars comme Chancel. Moi, je suis en admiration devant Chancel. C'est un garçon que j'ai vu en U23, à Anderlecht. Il a une humilité incroyable. Je vous assure. Dans tous les joueurs professionnels que j'ai croisés, Chancel a une humilité incroyable. Incroyable. Que je le vois en Anderlecht, que je le vois en rue, que je le vois partout, il est humble. C'est un gars qui est humble. Quand il a joué contre le Gabon, on a joué contre le Gabon, bien sûr, on n'a pas gagné. Et il joue contre la Gambie, et il dit, Chancel, donc tu vas jouer parce que tu as un match important. On dit, non, coach, je joue. Non, je suis venu jouer, je viens jouer. Je l'ai vu, il est sorti en deuxième mi-temps, c'est-à-dire, Oui, c'est un il est sorti en exemple. deuxième mi-temps. Ouais, il est sorti en deuxième mi-temps parce que c'est presque moi qui lui ai dit, attends, et même lui m'a dit, même à un moment donné, il a dit, il fait changer. Parce que même à la mi-temps, je voulais changer. Il a dit, non, je continue. Puis après, c'est lui qui a dit de changer. Mais c'est ça le mental. Le mental regroupe tout ça, l'état d'esprit, la conviction, l'amour de la patrie, le fait que, bon, voilà, je viens. Quand tu vois, voilà, c'est ça qu'il y a. C'est ça qui fait qu'une équipe a une âme. C'est ça qu'il y a. Si vous avez 23 joueurs qui sont comme ça, oh là là, hey, je ne sais pas, je me demande s'il y a vous avez besoin d'entraînement. C'est ça. Alors, je l'ai dit, mais vous avez abordé un sujet que j'affectionne, c'est la formation. Et c'est pour ça que je pourrais parler de ça tout le temps. J'ai vu des gens qui m'ont fait plaisir quand ils ont progressé. De dernière date, c'est Salamaker, c'est Samuel Okonda, le frère de Mpoku. C'est des joueurs que j'avais eu en 17. On a été champion en Belgique avec eux en 17. Et puis, on a été champion avec eux en 21 et en U21. Et je leur disais toujours, vous la fermez devant moi parce que tant que vous n'avez pas encore votre nom sur le maillot, il n'y a personne qui parle devant moi. Et j'ai bien aimé, c'est une anecdote. Hein. Et quand ils ont joué la première fois l'équipe première, ils sont venus dans la salle des entraîneurs et ils m'ont dit, on vient voir le coach Nsengi. Ils sont venus avec leur maillot, ils ont montré leur maillot. Coach, voilà le nom sur le maillot. Maintenant, on peut parler. Vous voyez un peu, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des gars comme ça qui ont commencé, qui ont commencé tout jeune. Moi, je les ai eus qu'à partir du 17. Donc, je les ai eus peut-être 3 ans. Et ça fait plaisir, franchement, plaisir de voir cette progression des joueurs à ce niveau-là. C'est vraiment magnifique. Quoi. Mais moi, je pense qu'avec 85 millions, disons 100 millions d'habitants, structurant le pays, avec des infrastructures aussi basiques qu'ils puissent être. Oui. 4 ans, vous avez levé 2 coupes. Ici, vous avez levé 2 coupes. Ça, certainement. Et une grosse participation en Coupe du Monde. Certains. On est tout près de faire quelque chose de grand. Et il a peut-être fallu se rendre conscience qu'une petite claque avec un pays qui a 1 million d'habitants et qui passe, évidemment, ils ont eu la chance d'avoir le maître Covid qui leur a donné un peu le destin favorable, mais sinon, parfois, c'est ça qui fait changer les choses. C'est tout. Mais je pense quand même que ça allait quand même changer de toute manière. Mais bon, ça a peut-être précipité le changement, je ne sais pas. Mais en tout cas, sans avoir des raccourcis ou bien des pics ou bien des trucs, je parle librement en disant ce qui pour moi me tient à cœur, c'est pour évoluer, il faut travailler au niveau de la jeunesse. Je ne parle pas de mon sort, je parle du futur. Mon sort, il est entre mes mains, il est entre les mains de Dieu. Ça, je lui fais confiance parfaitement. Donc, je sais que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Mais quand on parle du constat qu'on doit avoir
par rapport au football congolais. Moi, en tant qu'amateur du football, en tant que peut-être conseiller au niveau de la fédération et entre guillemets directeur technique, je dis ceci, on doit maintenant mettre autant, je dis bien, de moyens pour les jeunes que pour l'équipe A, que pour les A. Il ne peut pas avoir une balance qui va dans un sens de déséquilibre. Il faut vraiment équilibrer les choses. Et je rajoute pour les femmes aussi. C'est aussi, ça fait partie. C'est les ambassadeurs du football congolais. Les femmes aussi. En tant que directeur technique, il faut parler des femmes. Il ne faut pas qu'on soit misogyne à ce niveau-là. Il faut parler des femmes. Il faut parler aussi de leur évolution du football féminin qui doit aussi être des ambassadrices. Parce que je pense qu'il y a des filles et des femmes qui sont déjà dans les clubs qui ne demandent que ça. De pouvoir aussi avoir une formation, d'avoir aussi des infrastructures dans lesquelles ils pourront s'entraîner tous les jours. Il y a moyen de faire le professionnalisme ici parce que nous avons un programme comme en Allemagne où on peut arrêter à midi et commencer à travailler les après-midi. Et même 2 fois les après-midi. Même une fois le matin, 1 heure, et puis après, une deuxième fois pour devenir pro. Et toujours en gardant un programme scolaire. Je pense qu'il y a moyen de le faire. Voilà, donc je pense il y a déjà un projet dans ce sens, parce qu'il y a aussi le projet de la FIFA avec les écoles. Là, vous avez déjà commencé à travailler sur un projet pour ça? Tout est écrit, hein. Maintenant il faut mettre les moyens. Parce que c'est l'argent le nerf de la guerre. C'est l'argent le nerf de la guerre, c'est tout. Si vous avez de l'argent, vous pensez à quelque chose, ça se fait. Mais vous pouvez écrire du Baudelaire, du Voltaire, du Rousseau, tout ce que vous voulez. Hein. Mais si jamais il n'y a pas de sous pour le publier, donc votre livre reste dans les oubliettes. Donc, il faut des moyens. Il faut beaucoup de moyens. Si vous voulez avoir… infrastructures aussi. Oui, c'est ça, les infrastructures sont les moyens. Ce n'est pas que je ne jette pas une pierre dans la mare, c'est seulement un constat. Non, on ne va pas rentrer dans ce terrain-là de polémique et tout ça. Je comprends très bien, ça ne sert à rien. Les coupables, ils se connaissent et voilà, on ne va pas rentrer dans tout ça. Justement, quand vous dites coupable, vous donnez déjà une condamnation. Quand vous dites les responsables, un responsable, c'est quelqu'un qui va s'assumer, qui va dire OK. Il faut, dans la communication non violente, il faut absolument avoir des vocabulaires adaptés à pouvoir ne pas, disons, agresser quelqu'un. Si vous voulez tirer du meilleur de quelqu'un, il faut trouver le vocabulaire qui peut permettre à la personne de pouvoir… La technique du vocabulaire, on a remarqué une chose en RDC, la technique du vocabulaire ne marche pas. Alors, on a dû être un peu agressif pour pouvoir pointer un peu du doigt ceux qui sont en train de faire du mal au football congolais. Je comprends, coach, on a fait 20 ans avec le même langage, on a utilisé des techniques, de style, de figure, on a utilisé le beau langage pour faire passer le message, mais ça n'a jamais servi. Je crois qu'il est temps qu'on puisse commencer aussi à dénoncer certaines choses. Ça, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, c'est toute une génération qui est perdue et sacrifiée en regardant tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, avec le sport, avec le football. Moi, ça m'a fait plaisir aujourd'hui de vous avoir avec moi, d'avoir cet entretien de 1 heure presque 30. On a eu à parler en long et en large. On a pu échanger, même si on n'a pas… Moi, je pourrais même rester chez vous et vous écouter pendant des heures et des heures, tellement vous avez des belles choses à nous raconter. Si vous parlez de la formation, il n'y a pas de souci, on parle de la formation, mais ce qui est passé est passé. Et je dis encore bien, j'assume ce qui s'est passé. Donc, je reconnais qu'il y a eu… S'il n'y a pas eu de résultat, c'est qu'il y a un souci. Et ça, je le reconnais. Donc, je pense que le public peut très facilement, et je pense qu'ils ont fait une idée de ce que j'ai pu donner. Si ceux qui continuent à me donner tort, ils ont parfaitement raison. Ceux qui m'ont compris, je leur remercie de m'avoir compris. Mais je ne cherche pas à me disculper par rapport à ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je dis honnêtement, je me contente de ce que j'ai, ça c'est une chose, mais ce que je mérite, je dois avoir. C'est tout. Ça, c'est maintenant ce que j'ai compris dans la leçon que j'ai compris au Congo, c'est que ce que je mérite, je dois avoir. Dorénavant, c'est ce que je me dis aussi. Je ne peux plus, disons, comment dire, en tant que pro, me contenter de parler comme ça. Non, ce que je mérite, je dois avoir. Si je mérite de travailler, je mérite d'avoir un salaire. Si je mérite d'être qualifié, je dois. Et pour ça, prochainement, quand je serai engagé, bien dans la continuité de mon travail avec la fédération, ou bien
si je suis engagé ailleurs ou pas, parce que maintenant, il faut qu'on soit clair avec les mots aussi, bien, je dirais, voilà, c'est comme ça va passer comme ça, comme ça, comme ça. Parce que je trouve que ça fait aussi partie d'un mental, ça fait aussi partie aussi vous savez, dans la pyramide de Maslow, le fait de pouvoir recevoir ce que vous méritez, c'est aussi une entité qui est psychologiquement, qui vous booste aussi à pouvoir, pouvoir aussi, voilà, à pouvoir aussi apporter beaucoup d'ingrédients, beaucoup de positivité dans votre travail, beaucoup de, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est important. Votre période à la tête de l'équipe nationale, cette période est une période vraiment d'apprentissage. Comme vous avez dit, c'était un mal pour riche en apprentissage, bien sûr. C'était un mal pour un bien. Oui, exactement. Dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est un mal pour un bien. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à encaisser, j'ai appris à regarder, à observer, à attendre, à être patient. J'ai appris aussi à diriger, parce que c'est différent quand tu diriges les 23 que tu diriges l'équipe A. Différentes mentalités. Oui, c'est différent. L'approche est différente aussi. Les intérêts sont différents aussi. Voilà, donc c'est ça aussi qu'on apprend aussi. Voilà. Moi, je suis donc franchement, je suis déçu du résultat, mais disons que je ne peux pas rester sur me culpabiliser par rapport à la situation. Je dois capitaliser ce qui s'est passé et à l'avenir. Donc, je dis, voilà, maintenant, il faut passer un cap supérieur. C'est être, comment dire, encore beaucoup plus efficace et, en matière de productivité au niveau de ton travail, au niveau de ton entourage, de tout. Voilà. Maintenant, je me suis dit, les gars, je passe toujours à côté de la montre en or. Maintenant, c'est fini. Il faut que je passe. Il faut que la prochaine étape, ce soit une étape où je dois mettre des bouchées 3 fois plus fort en tout, dans l'exigence, dans l'exigence de mes contrats, dans l'exigence de tout. Il faut maintenant que, voilà, maintenant j'ai appris, c'est bon, c'est parfait. Avez-vous eu l'impression d'attraper un coup de vieux pendant cette période? Un coup de vieux? Oui, une perte d'énergie énorme. Mais quand vous pensez beaucoup, c'est clair qu'à un moment donné, vous commencez à vous poser des questions par rapport à… Moi, j'ai appris, un monsieur m'a dit, mais Chris, où tu vas chercher cette patience, cette énergie, cette patience? Moi, je vous dis une chose. On va encore me traiter de pasteur. Sincèrement parler, je prie. Il y en a qui font il y en a qui sont bouddhistes, il y en a qui font le yoga. Moi, je prie. Je ne dis pas que je suis un saint, attention. Je suis quand même un Congolais. Je ne suis pas un saint, mais je ne parle pas de débauche, bien entendu. Mais je prie. J'essaie de prier le plus longtemps possible, le plus souvent possible, et j'essaie de m'entretenir avec beaucoup de pasteurs avec lesquels je me confie et avec qui on échange. Ma femme, avec qui on échangeait beaucoup de choses et tout. Et voilà, donc, et parfois, tu apprends. Tu apprends aussi, tu dis, tiens, par rapport à une situation, c'est moi qui suis dans l'erreur. Je n'aurais pas dû répondre comme ça, j'aurais dû peut-être… Et ça, c'est la prière qui m'a appris peut-être à me mettre dans cette situation-là où je peux facilement dire, ah, ça, j'ai eu tort ici. Et ça m'a beaucoup changé. En tout cas, les 3 dernières années, en tout cas, m'ont beaucoup changé. Ça m'a beaucoup donné beaucoup de courage aussi, et le fait aussi de pouvoir garder fermement les choses. Et puis, j'ai compris aussi que parfois, on avait affaire à des gens qui sont hyper susceptibles et il faut absolument donc parfois se mettre quasiment presque à plat ventre pour pouvoir ne pas, disons, heurter leur susceptibilité. Et ça, j'en ai croisé quand même pas mal. Et je me suis dit, bon, ben, il faut s'effacer, c'est tout. Tu t'effaces et tu restes un peu sur le côté. Voilà. Ça, c'est vrai, coach. Ça, c'est vrai. N'avez-vous pas l'impression, pour terminer cette interview, n'avez-vous pas eu l'impression, par rapport à votre mea culpa, quand vous assumez, de donner, de rendre un peu plus la tâche beaucoup plus facile à tous ceux, je dirais, pas détracteurs, comme vous m'avez dit de bien soigner mon langage, c'est-à-dire tous ceux qui sont aussi co-responsables, quand vous assumez, ne croyez-vous pas que vous rendez un peu la tâche facile à ces personnes? Et voilà. Monsieur, moi, je pars du principe.
Si moi, je reconnais mes torts, donc je me corrige, donc j'avance, je progresse. Si une personne ne reconnaît pas ses torts, là où il ira, il ne les reconnaîtra pas. Et il restera toujours dans ce déni. Aujourd'hui, c'est Ça, vous le bouc émissaire dans toute cette histoire. Moi, je ne suis pas… Enfin, bon, si on me prend pour un bouc émissaire, c'est peut-être des personnes qui… Non, bouc émissaire, je ne sais pas. Mais entre nous. Il faut trouver un coupable dans toute chose. Entre nous, oui, il faut trouver un coupable. Bon, ça, je suis coupable, il n'y a pas de souci. Mais moi, personnellement, dans l'analyse de ma situation, je me dis, ah, il me manque un point. Deux, je n'ai pas eu, disons la chance d'avoir l'équipe que je voulais mettre sur papier. Okay. Mais j'ai mis une équipe sur le papier et j'ai assumé cette fonction de sélectionneur. Donc, ce qui se fait que s'il y a une défaite, si mes employeurs me disent retire-toi, je vais me retirer. C'est eux d'ailleurs qui m'ont mis. Donc, ils peuvent me retirer aussi. Donc, ça, j'assume. Mais ce n'est pas pour ça que je n'ai pas évolué. Je pense que j'ai évolué. Je pense que j'ai évolué. J'ai pris ce que je devais prendre. Et voilà, c'est tout. Donc, maintenant voilà, peut-être, comme disent certaines personnes, si tu n'es peut-être pas bon chez toi, tu seras peut-être bon ailleurs. C'est tout. Donc, je me dis ceci. Donc, je ne suis pas en train de commencer à me culpabiliser ou bien commencer à me victimiser par rapport à ça. Oui. Je pense que je suis devenu un peu plus fort que ça ces derniers moments. Mais maintenant, je me dis simplement une chose, c'est que j'ai compris comment ça fonctionne. J'ai compris comment je dois fonctionner, moi, comment je dois évoluer. Et voilà, c'est tout. Voilà. Mais je dis honnêtement, j'ai mis une équipe sur papier, je l'ai assumé. Je n'ai pas commencé à crier, ah, voilà, on va être battu. Non, je l'ai fait et je le dis encore bien. Parce que je suis en train de me disculper. Si je me disculpe du 1er au 31. Là, ici, je ne me suis pas disculpé. J'ai dit non. J'ai mis cette équipe sur papier. Je l'ai assumé, je l'ai convoqué et je l'ai dirigé. Et nous avons été battus. Donc, je n'ai pas été qualifié. Mais ce n'est pas pour ça que je ne suis pas bon. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai raté un rendez-vous, mais il y en a d'autres qui arrivent. Je suis sélectionneur. Je pense que j'ai fait des résultats qui étaient positifs. Et quand je prends tous les résultats que j'ai fait au niveau de l'équipe nationale, eh bien, il n'y a pas beaucoup de défaites. Prenez cet exercice, faites-le à ma place, puisque vous êtes investigateur. Vous allez peut-être me dire, coach, tu as menti. Tu as 10 défaites et 0 victoire, peut-être. Mais moi, je sais qu'en qualifiant une équipe en U23, en qualifiant une équipe au CHAN, en gagnant un tournoi qui était donc un pré-CHAN, j'ai quand même fait des résultats qui sont positifs. Donc, j'ai été capable de gérer une équipe. Et en ayant 9 points que mes prédécesseurs, ceux qui ont passé ont un point en plus que moi, j'estime quand même que finalement, je suis passé juste à côté d'une qualification qui nous a échappé pour les premiers matchs contre la Gambie. C'est la conclusion que j'ai. Maintenant, j'ai des employeurs, ils font leur métier aussi. Ils disent que voilà, pour eux, si je dois partir, je partirai. Maintenant, vous m'avez dit, j'ai 2% de chance de rester. Eh bien, c'est une autre mentalité qui va se mettre en marche et c'est une autre réflexion qui sera mise en marche. Mais voilà, c'est tout. Mais je ne vais pas commencer à me victimiser en disant, ah, tu vois, foutu à la porte, voilà, je suis pauvre. Non, pas du tout. J'ai ce que j'ai, je vais capitaliser ça, je vais voir où j'en suis. Et dès que mes employeurs me diront, voilà, écoute, on met un terme à ce projet, eh bien, dans ce cas-là, il faudra arriver à avoir une discussion qui va disons, continuer par rapport à ma carrière, c'est tout. Voilà, c'est tout. S'ils me disent, voilà, on a besoin de toi pour telle chose, on va continuer. Si on a besoin de ça pour ça, on n'a plus besoin de toi du tout, puis il n'y a pas de problème. Et ce sera dommage parce que j'adore mon pays, mon pays de naissance, et j'adore ce que je faisais. Ça fait longtemps que je suis attaché à la fédération depuis très longtemps. Eh bien, il faudra faire avec, c'est tout. Voilà, c'est ce que j'ai. Je suis formé pour ça. Je suis formé pour prendre ma valise et la défaire et la refaire ailleurs. Donc, voilà. il faudra assumer ça, c'est tout. Voilà. Pour terminer cette émission, coach, oui. ce petit entretien, le nom CC Seko, c'est un surnom ou c'est un vrai nom? C'est mon prénom. En fait, avant, je suis né avec le nom de Joseph Désiré, Christian Jules. Et donc, je suis le fils de Nsengui Biembe qui était un ami intime, vraiment un ami au président de la République, qui à l'époque était donc Joseph Désiré, avec qui il travaillait dans le journal.
Mon père était donc le directeur, responsable éditeur du journal L'Avenir, et ils ont travaillé ensemble. Et quand je suis né, eh bien, il a lui-même proposé à ma mère d'être mon parrain. Et il m'a donné le nom de Joseph Désiré, et ma mère a donné le nom de Christian. Comme elle était pieuse, elle a donné le nom de Christian, et Jules, le nom de son père. Quand il y a eu la tsarinisation, eh bien, il y a eu un décret présidentiel me donnant, attestant que, étant le fils adoptif du président de la République, j'ai eu le nom de Ntsengibiembe Seko, commune Ouazabamba. Mais mon père a préféré dire au président qu'on arrête avec Seko, parce que c'était mieux qu'on m'appelle Ntsengibiembe Seko, c'était bon comme ça. Enfin, et voilà, c'est comme ça que j'ai gardé. Et moi, disons, quand je suis devenu belge, parce que bon, j'ai changé de nationalité, j'ai gardé le nom Seko. Je préférais garder le nom Seko pour l'authenticité, par rapport au fait que pour montrer mes origines, je suis congolais, je reste congolais. Mais disons que c'était plus facile pour que mes enfants puissent faire des études, que je devienne belge et voilà, donc à bénéficier de tout ce qui est social et tout, puisqu'on ne pouvait pas avoir la double nationalité. Voilà. Donc j'ai gardé le nom Seko, dont je suis très fier. Et donc c'est un nom authentique qui a été donné par lui-même le président de la République. Donc je suis donc son filleul. Voilà, vous comptez revenir en Belgique bientôt ou vous avez la famille Mais je vais d'abord terminer ce que j'ai à faire ici, okay. Voir un peu les discussions, les réunions qu'il y a avec le président, parce que c'est le président qui me donnera le go. Et ensuite, il est clair que je vais revenir en Europe, en Belgique, parce que j'ai des visites à faire au niveau médical et puis aussi régulariser aussi ma position sociale, parce que bon, vu que je n'ai pas signé de contrat qui ont été enregistrés, donc je suis obligé donc, de pouvoir justifier mes départs. Quand je quitte la Belgique et dire voilà, je pars. Oui, exactement. Parce que bon, je dois justifier tout ça. Donc, ça n'a pas été officiel. Donc, voilà, c'était ça. Mais bon, c'est aussi un danger aussi de pouvoir vivre comme ça. Donc, il faut faire attention. Oui, exactement. Là, je dois absolument régulariser tout ça. Et c'est pour ça que d'où mes va-et-vient continuels. Parce que bon, je dois chaque fois justifier, je suis parti, je viens, je dois faire ça, remplir les documents. Voilà. Donc, voilà. Je pense que voilà, c'est pour ça que certains me voient partir et me disent « Ah, mais il n'est pas là, mais je ne peux pas non plus, comment dire, étaler toute ma vie. Oui. Voilà. Ok, voilà, merci coach. C'était un réel plaisir pour moi. Franchement, avec beaucoup d'enseignements pendant tout cet entretien. Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance pour le futur dans vos entreprises, dans vos projets, dans tout ce que vous allez projeter pour l'avenir. Je vous souhaite bonne chance. Que le Seigneur, comme vous le dites, vous êtes quelqu'un qui prie beaucoup, que le Seigneur vous soutienne dans toutes vos démarches, que ce qui reste du côté administratif vous soit réglé et que toutes les connaissances que vous avez, vous pourriez toujours les léguer, l'expérience, partager avec ceux qui en ont besoin. Franchement, moi, j'ai été édifié. J'ai passé 2 heures de bons moments avec vous. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. J'espère que je vous reverrai peut-être dans d'autres cieux. Et voilà, bonne chance et merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Je vous remercie énormément. C'est moi qui vous remercie. Merci, coach.